des gens qui ont fait des films que des gens qui ont envie de voir d'autres genres. Moi, c'est le seul festival où j'ai vu des gens se parler entre eux, c'est-à-dire des cinéastes se parler entre eux. Donc ça, c'est l'identité de Rotterdam, un festival qui n'est pas assez réputé pour ses qualités. Et cette année, Rotterdam, comme tous les ans, organise 2-3 hommages particuliers à des cinéastes particuliers. Un russe que je ne connais pas qui s'appelle Shpalikov, un extraordinaire cinéaste indien qui est mort malheureusement qui s'appelle Ritwik Ghatak, qui est certainement avec Ray, mais au même titre que Ray, un très très grand bonhomme. Et donc quand même, il faudra bien espérer un jour qu'on lui rende totalement hommage en France. Et un troisième cinéaste, beaucoup plus jeune, beaucoup plus connu, qui s'appelle David Cronenberg. David Cronenberg a fait des films, bon, disons pour aller vite, ce sont des films d'horreur, mais enfin c'est plus compliqué que ça, qui sont maintenant suffisamment connus en France. Je pense qu'il est en train d'accéder au statut d'auteur reconnu international de grand cinéaste. Aux dernières nouvelles, il était en train de préparer pour Jeremy Thomas, le grand producteur anglais, rien moins que Burroughs, Naked Lunch. Donc, on peut dire que l'apprentissage, les débuts, les premiers films importants et le culte qui s'est noué autour de lui commencent à être un petit peu dans le passé. Cronenberg arrive à une reconnaissance mondiale. Moi, je vois assez peu de films d'horreur, j'ai peut-être tort. J'ai toujours peur d'avoir peur, et en fait, quand je les vois, j'ai moins peur que prévu. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste, comme on dit, de ça, mais il est évident que Cronenberg, il faut en passer par lui. Alors, à la lumière de tout ce que je viens de dire, parce que justement c'est Rotterdam, parce que justement c'est un festival où on peut faire des choses qu'on ne ferait pas ailleurs, Cronenberg, lui, il est canadien, il parle pas très bien français, il fallait qu'il prenne un avion, donc on s'est juste vu comme ça un petit peu, et puis quelqu'un m'a dit, tu devrais faire parler un autre cinéaste qui adore ces films, de Cronenberg. L'autre cinéaste est brésilien, il s'appelle Carlos Reichenbach Filho, le fils junior. Les lecteurs assidus de Libération le connaissent un petit peu puisqu'on a tout fait à un moment pour que la lumière soit faite sur lui. Il y a eu beaucoup d'articles. Ça n'a pas été complètement concluant parce que les films n'ont pas été montrés en France, que je trouve vraiment injuste. Carlos Reichenbach est un cinéaste typiquement pauliste, c'est-à-dire qu'il est de São Paulo. Donc il représente l'autre visage du Brésil, qui n'est pas le visage carioca, le visage de Rio, des plages, très lié quand même au cinéma novo. Il est d'une génération un peu postérieure et terriblement lié à cette ville absolument fascinante mais assez monstrueuse qu'est São Paulo. Donc, il parle français plutôt bien et il a décidé de se prêter avec bonne volonté à ce jeu qui consiste donc là à demander à un cinéaste brésilien de dire pourquoi il aime tellement les films d'un cinéaste canadien en Hollande pour la radio française. Donc ce long préambule étant fait, Carlos Reichenbach, qu'est-ce qui est si important pour vous dans les films de Cronenberg? Le premier film de Cronenberg m'a fait le plaisir. Pratiquement, c'est le premier film de Cronenberg à passer au Brésil. C'est le film Videodrome. Pour la première fois, j'ai vu un film qui parle de le jeu de la communication, qui parle un peu de les philosophes canadiens, des expressions Marshall McLuhan. Mais surtout sur un point de vue très personnel. C'est pour ça que je suis très, très impressionné pour ce film et qui fait beaucoup de curiosité pour connaître le Louvre de cet homme, de cet cinéaste étrange qui s'appelle Cronenberg. Cronenberg, pour moi, c'est un peu comme, je pouvais dire en Albert Camus, Gore. C'est un cinéaste, je pense que les thèmes préférés de Cronenberg, c'est la douleur. Tous les exercices intellectuels, c'est un peu un exercice de douleur. C'est cet jeu entre le physique et l'intelligence et l'exercice psychique. Cet jeu, cette rencontre qui passe pour la souffrance obsessive, cet registre obsessif, ça m'intéressait beaucoup. Cronenberg, c'est aussi un cinéaste qui parle des choses de communication dans tous les films, non? C'est surtout, quand j'ai vu ici, dans Rotterdam, son premier film, les films des students, c'était très intéressant de voir comment la différence, justement, comme un homme qui a fait 2 films, très jeune, très aseptique,
très canadienne. On peut surtout Antonio Ionesco, il pouvait faire depuis des films plus hard, avec beaucoup de sang, avec beaucoup de violence. C'est surtout les premiers films, c'est un film absolument aseptique, avec pas de sang, c'est tout un jeu intellectuel, un jeu psychique. C'est très intéressant de voir comme dans les films commerciaux, il a libéré son style, c'est le contraire de l'habitude. C'est très fantastique de voir que depuis un film comme Les Mouches, que c'est un film commercial, c'est un film... il fait un film comme Dead Ringers, que c'est un film absolument, pour nous, anti-commercial, non? C'est un film expérimental, pratiquement. Et même, pour l'exemple, ce film n'a pas lancé au Brésil. Oui, le distributeur dit que le film va donner de l'argent. C'est la bêtise quand même que fait Les Mouches fait depuis un film comme Dead Ringers. Hein. Je pense que Cronenberg, c'est un cinéaste, un mouvement. C'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma de Cronenberg. Donc ça, c'est une première réponse. On va, pour ceux qui n'auraient jamais vu les films de Cronenberg, on va petit à petit dire de quoi il retourne. Sur le côté expérimental, je crois qu'effectivement, les films qui s'en prennent directement au fantasme des corps, donc qui sont des films très sanglants ou des films gore, comme on dit, sont peut-être les seuls qui peuvent être à la fois expérimentaux et commerciaux. Donc c'est peut-être dans cette direction-là qu'on peut avancer des deux côtés, qu'on peut intéresser un public, et surtout un jeune public, et puis qu'on peut se livrer à des expériences. Donc vous avez parlé de Vidéodrome, qui, je crois, malheureusement n'a pas été distribué en France, qui a été vu un peu comme ça dans les festivals, qui était un film tout à fait étonnant, puisque on y prend à la lettre, littéralement, l'effet que les images font sur le corps humain. Donc, grande interrogation sociologique, qu'est-ce que les images font au corps humain, les images de télévision, surtout les corps des enfants. Et le film développe d'une façon absolument sidérante l'idée de l'image qui rentre dans le corps, ou le corps qui rentre dans l'image. Et tout à l'heure, vous disiez, c'est quelqu'un qui se développe, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et alors, on pourrait dire là aussi à la lettre, puisqu'au début, effectivement, les films de Cronenberg, du début, sont assez lisses et assez plats, un petit peu à l'image de la vie qu'on imagine à Toronto, car il faut dire qu'il est canadien, il faut dire qu'il vit à Toronto, il faut dire qu'il a toujours eu très à cœur de dire qu'il était canadien et pas américain, et que là, visiblement, sa carrière prend un tour international, mais pas américain, ce qui est intéressant, parce que c'est très rare. Tous les Canadiens sont évidemment happés par les USA. Et il y a quelque chose qui s'est développé dans ces films, mais aussi, on peut dire, dans le corps de ces acteurs, c'est qu'en gros, à un moment, dans beaucoup de films, c'est une situation qui se retrouve, le corps est toujours d'un homme, nourrit une chose à l'intérieur. Donc, on connaît un peu le thème parce qu'il y a eu Alien, mais lui, il a fait ça avant Alien, puisqu'on a vu hier un film qu'on n'avait jamais vu en France, qui s'appelle The Parasite Murders. Et c'est l'idée des parasites qui sont à l'intérieur du corps, qui sortent du corps. Donc c'est une sorte de... On ne sait pas si c'est une sorte de fausse érection ou si c'est une sorte de fausse femme enceinte. Et tout d'un coup, le héros, son corps absolument explose et donne naissance à une chose absolument immonde, qui est l'ensemble de tous les fantasmes, disons, pour ceux qui connaissent la psychanalyse, tous les objets partiels possibles, tous les objets petit a possibles pour les lacaniens, et qui se met à faire des ravages. Donc c'est le thème de la communication, mais pas de la communication immatérielle, comme disons, quelqu'un comme Godard cherche toujours à montrer la communication immatérielle, les atomes, les ondes, les mouvements, mais une communication complètement matérielle. Moi, je trouve que c'est une problématique typiquement protestante et puritaine. C'est-à-dire qu'il faut montrer ce qui véhicule la communication. Donc ça peut être des mots, ça peut être des objets, ça peut être sexuel, ça peut être le sang, ça peut être des microbes, des bactéries, donc tous les thèmes de la contamination, de la contagion qui sont très forts aujourd'hui. C'est l'idée que quelqu'un de culture française a de ce que les anglo-saxons font,
Alors, je ne sais pas si quelqu'un de culture brésilienne comme vous fait le même rapprochement avec le puritanisme. J'habite en région de Brésil très très européenne, non? Oui. Mon nom, mon père c'est un Allemand et je crois que c'est la même chose. Et cette vision un peu européenne des choses, c'est le sud du Brésil, non? Ce n'est pas une vision brésilienne. Oui. Mais je pense une chose très intéressante dans le Louvre aussi de Cronenberg, c'est justement de comprendre l'exercice mental, l'exercice non physique, comme une chose de masochisme. Et les jeux de Eros et Thanatos, c'était très bien marqué dans le film de Cronenberg. Surtout que la mort, c'était l'unique possibilité de salvation dans tous les films. Non? Dans ce moment, je comprends cette vision puritaniste de le monde. Non? Et l'autre chose intéressante que je pense, c'est que politiquement, les films de Cronenberg avaient une vision très nihiliste. Je prends un film comme Dead Zone, ou même un film comme Les Scanners, l'unique possibilité de transformer, de parler beaucoup de transformation dans tous ces films. C'est une attitude isolée, c'est une attitude indépendante, c'est une attitude particulière des personnes. Les choses changent, non à travers de la révolte, mais surtout à travers de la douleur, la vision pessimiste de la transformation. C'est un autre aspect qui m'intéresse beaucoup dans ce film. Hein. On a vu un film que moi j'avais jamais vu, qui s'appelle donc, je répète le titre, The Parasite Murders. C'est un film très étonnant qui certainement marque le moment de bascule entre les films d'étudiants. Parce qu'il y a dans Cronenberg quelque chose un petit peu comme dans Spielberg ou des gens comme ça. Il y a un côté enfançage des images. C'est la première génération, c'est des gens qui ont une quarantaine d'années, c'est la première génération de cinéastes très doués qui n'ont pas vécu de choses extraordinaires dans leur vie, parce que c'est des pays quand même pacifiques, et qui ont commencé par voir des films comme des fous, à être un peu introvertis, à faire des petits trucs d'amateurs. Puis il y a une sorte de nouveau profil des cinéastes d'aujourd'hui qui est d'autant plus violent dans les choses qu'ils montrent qu'on sent qu'ils ont des vies assez rangées. Et ce que je trouve assez beau dans ce film, qui a déjà une dizaine d'années, c'est que je comparais avec les vieux films d'Hitchcock, par exemple, parce qu'on est toujours tenté de faire des comparaisons. Disons Rear Window, fenêtre sur cour. C'est encore un film dans les années 50 où on montre comment une personne regarde dans les appartements des voisins et comment chaque appartement est un petit peu différent, comment on peut identifier du premier coup d'œil qu'un tel vit là, puis un tel vit là, puis un tel vit là. Et il y a un plaisir du voyeurisme, mais un plaisir ancien du voyeurisme, un plaisir des années 50, au début, quand les gens commençaient à avoir un peu d'argent, à avoir un petit chez-soi, comme on dit. Et ce qui me frappait dans ce film de Cronenberg, c'est que je me disais, on ne pourrait plus faire ça, puisque tous les personnages de ces films, tous ceux à qui il arrive des choses horribles, sont des gens comme vous et moi, qui vivent tous dans le même genre de décoration, avec les mêmes objets domestiques, avec le même goût, bon ou mauvais. C'est tous des petits bourgeois, des classes moyennes. Et on dirait que c'est pas que la télévision est devenue plus importante que le cinéma, c'est aussi que le monde dans lequel ils vivent est télévisuel. Le décor de leur salle à manger, de leur salle de bain, c'est le même qu'on voit dans les soap-opéras de la télévision. Et le cinéma a disparu, disons, du décor. Et je me disais, on ne pourrait plus raconter les histoires de voyeurisme, de sang, de puritanisme, typiquement anglo-saxonnes. On ne pourrait plus les raconter comme Hitchcock. On ne pourrait même plus les raconter comme De Palma, même. Il faut les raconter comme ça, c'est-à-dire dans un inceste réel entre le monde, la télévision et le cinéma. Quand vous voyez les films de Cronenberg, vous dites « Ah, c'est du cinéma formidable » ou
c'est de la télévision formidable ou ça n'a plus aucune importance? Ma relation avec le cinéma ne passe pas justement pour cette vision. C'est un film que me remettra au cinéma ou à la télévision, c'est comme ça. Mais je pense que le plus important, le film de Cronenberg parle beaucoup de la communication. Il parle de la communication télépathique, il parle pratiquement dans tous les films. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup. C'est surtout cet exercice obsessif, physique, avec le jeu de communication. Dans beaucoup de films, il parle de l'influence de la télévision, l'influence mauvaise de la télévision. Mais je ne pense pas que pour moi, n'est pas la chose importante. Il va plus avant. L'important dans ces films, c'est justement la communication comme fétichisme. Non? Oui, absolument. Et je crois que pour en rester à ce film c'est un petit événement qu'on l'ait vu parce que c'est un film peu connu. Pendant tout le film, au début, on dit bon, c'est un scénario dont on connaît en gros la structure de base. C'est-à-dire, il y a une sorte de contamination qui se fait par la bouche, comme si les gens se refilaient d'ignobles sangsues dégoûtantes et rougeâtres qui après les transforment sexuellement, puisque après les personnages deviennent des véritables bêtes lubriques. Et pendant un certain temps, ça ressemble, disons, à Je suis une légende de Matheson ou Les morts vivants, ces choses-là. Et puis plus le film avance, et plus ça devient presque comique, tellement tout un grand immeuble, un grand ensemble quelque part à Toronto est contaminé de pièce en pièce par cette chose. Et elle est impossible à arrêter. À la fin, il reste le héros. Alors le héros est une sorte de caricature de héros blond, de médecin énergique et qui a beaucoup de sang-froid. Et puis à la fin du film, il n'y a plus que lui. C'est-à-dire, tous les autres sont donc passés justement par ce que vous dites, ils sont passés par la souffrance, ils ont accouché d'une chose horrible, et puis on les voit revenir intacts et absolument déchaînés. Dans ce décor très, encore une fois, télévisuel et pas très extraordinaire, dans ce décor urbain, un peu filmé à la 6-4-2 comme ça. Et on se surprend à dire, oh, il n'y a plus que lui qui serait normal, entre guillemets, c'est-à-dire normalement refoulé, qui ne serait pas en accord avec ses désirs. Pourquoi il résiste? Et à la fin du film, il y a un truc extraordinaire. C'est comme à la fin d'une grande partie, d'une grande orgie, un peu félinienne comme ça. Tous les personnages du film qu'on a vus à tour de rôle, massacrés, tués, violés, embrassés vivants, coupés en morceaux, brûlés au 8e degré, se retrouvent intacts dans des couples nouveaux, des couples qui n'obéissent plus à la morale bourgeoise. Donc il y a des couples, un vieux monsieur, une petite fille, 2 femmes, etc. Et c'est très beau parce que c'est un plan de vie quotidienne, on dirait un peu Week-end de Godard. C'est-à-dire, ils sortent tous du grand garage avec leur voiture, 2 par 2, et ils rentrent dans la ville, qui est Toronto, la nuit, l'autoroute. On ne sait pas du tout s'ils vont fuir la ville ou s'ils vont contaminer tout le monde. Et il y a une sorte de légèreté. Et à ce moment-là, je me suis dit, quand même, peut-être qu'avec Cronenberg, peut-être qu'il tient plus à la communication, donc pour revenir à ce que vous disiez, qu'à la préservation de l'humanité normale. Et il dit peut-être qu'après tout, on peut faire l'expérience par la douleur, par une sorte de thérapie très très violente, qui nous libérerait de notre surmoi. Et là, je trouvais que c'était absolument pas comme, pour prendre les mêmes comparaisons, ni comme De Palma, qui lui reste un puritain terriblement moralisant, ni comme Hitchcock, qui lui était plutôt un pervers. Mais une sorte d'hypothèse de petit chimiste du social qui dit il vaut mieux communiquer ça que ne pas communiquer du tout. Et tant pis si l'espèce humaine est changée. Alors, ça nous amène à un autre aspect qu'on n'a pas abordé, qui est, je crois qu'il y a une vraie dimension scientifique chez Cronenberg. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'intéresse à toutes les expériences qu'on peut faire à partir de l'être humain et du corps humain. Et est-ce que cet aspect scientifique vous intéresse particulièrement? Cronenberg, c'est un peu un médecin frustré. Ce qui m'intéresse dans les films de Cronenberg, c'est son obsession pour l'objet des tortures. Le matériel des médecins, pratiquement une obsession.
pour moi, je fais en ligation immédiate avec la douleur. C'est fantastique, ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais un problème obsessif avec la douleur aussi. Je pense ça. C'est une chose obsessive dans le film. Cronenberg vit la mort comme l'unique possibilité de l'anesthésie absolue. Non seulement dans un sens métaphysique de l'anesthésie, mais surtout dans le sens réel de l'anesthésie. La mort comme représentation de la fin de la souffrance, la mort comme la représentation de la fin de la douleur, la mort comme la représentation de notre possibilité de liberté. Je n'avais pas de grand intérêt pour cette question, pour cet aspect clair dans les films de Cronenberg, cette approche avec la médecine. Je pense surtout que cette obsession, c'est une obsession provoquée pour cette peur de la douleur. Mais les films, c'est important, la communication que les films ont fait. C'est surtout, il y a l'autre aspect, c'est le registre de la communication dans les films de Cronenberg, c'est le registre obsessif. Il parle de la communication mentale, il parle de la communication sexuelle, il parle de la communication comme objet de transmission des malades. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que s'il est devenu un cinéaste si aimé par les cinéphiles, c'est parce que toute cette vision de la communication qu'il y a dans ces films, elle est tout simplement réaliste. C'est qu'aujourd'hui, dans les pays riches, donc les gens vivent dans des bulles. Enfin, il y a d'ailleurs dans The Fly, dans La Mouche, il y a cette image de l'homme nu accroupi dans une bulle. On dirait une sorte de nouvelle figure de Albert Dürer, enfin une vieille image de la Renaissance. On dit voilà, ça c'est Homo, mais plus tellement sapiens ou quoi que ce soit, plutôt l'homme dans une sorte de bulle, dans une sorte de protection de cellophane. Et il y a une tendance à vivre de plus en plus dans des bulles, que sont les appartements, que sont le monde du plastique, de l'emballage, etc. Et d'un côté, on veut aller dans cette direction-là pour se protéger, par peur de la douleur. Et en même temps, il y a quelque chose qui dit non. Il faut en passer par la douleur, parce que sinon, on perd l'humanité. Et lui, sa façon, ce serait peut-être de dire, au-delà de la douleur, si on franchit le pas, rien n'empêche de penser un autre monde. Mais est-ce que, dans une période où donc, il y a l'idée de la contagion, l'idée de la contamination, l'idée du terrorisme d'un côté, ou du sida de l'autre, qui est une sorte de terrorisme du corps humain, est-ce que c'est pas ça qui explique aussi que Cronenberg, on en parle aujourd'hui, et que ça nous paraît un cinéaste à la fois très, très populaire et très profond? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un aspect absolument contemporain aujourd'hui dans ces films? Cette approche entre le Canada et le Brésil, c'est surtout qu'au Brésil aussi, vous avez une influence brutale des moyens d'expression et des moyens de communication comme la télévision. Non? Vous savez que nous avons un canal de télévision qui pratiquement a élégé notre nouveau président de la République. C'est un homme complètement inconnu 2 ans avant. Non? Et c'est pratiquement la télévision qui a fait la victoire de cet homme. Non? Et pour nous, réellement, au Brésil, dans ce moment, la télévision, c'est un peu comme dans les films de Cronenberg, un agent de transmission très péricleuse, non? De contamination. Je pense que c'est un aspect très pareil avec le Canada. C'est cette vision de la télévision, de moyens de communication comme un objet très, 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 très violent de transmission de mauvaises choses. Non? Pour nous, c'est très, très clair. Non? Je pense que les cinéastes brésiliens avaient beaucoup de peur pour critiquer la télévision au Brésil. Surtout les cinéastes plus politiques qui évitent absolument de parler de cette influence. Je ne sais pas comment ça se passe dans le Canada, mais je pense que c'est la même chose. Le jeu pervers de la modernité, comme l'a reçu cette image, ça m'intéresse beaucoup. Le jeu pervers de la modernité. Les prix
que nous payons pour les progresses. Je parle de perversité de la modernité dans mon film, mon épisode dans City Life. Sur l'influence qu'il fait dans la jeunesse au Brésil. Et je pense que c'est un aspect pour comprendre aussi le motif que me fait m'approcher de cet auteur. Cet auteur, pour moi, très spécial. C'est une transformation aussi. Effectivement, Cronenberg est quelqu'un qui vit à titre personnel cette sorte d'endroit où nous sommes. C'est que d'un côté, il y a, moi je suis d'accord avec le mot pervers, il y a une sorte de perversion de masse tout à fait nouvelle que représente la télévision. Et de l'autre côté, il y a toujours le désir de sortir de la perversion. Alors ce qui nous fait sortir de la perversion générale, c'est d'accepter qu'il y ait de l'autre, qu'il y ait de l'altérité, qu'il y ait quelque chose d'autre à quoi en plus se confronter. Et c'est vrai que par rapport à la télévision, c'est incroyable comme en très peu de temps finalement, la perception et les discours ont changé. Parce qu'avant on disait, on le disait par exemple beaucoup pour le Brésil, parce que le Brésil a quand même la 4e chaîne mondiale, qui est TV Globo, qui est un véritable monstre, qui est un empire. On disait, à travers la télévision, Big Brother, c'était au fond Big Brother. L'État nous met en scène, nous dirige, nous regarde, nous surveille. Alors on se défend en cassant la télévision, comme en mai 68 en France, en disant « éteignez-la, elle est nulle ». Et d'ailleurs, elle s'est elle-même mise en grève et elle n'a pas été présente. Mais ça fait déjà plus de 20 ans maintenant. Où on essayait de lutter par des formes plus nobles et plus dignes, plus humanistes, disant le cinéma, sa grandeur, c'est qu'il nous met en face de quelque chose qui n'est pas nous. Voilà. Et puis, moi je remarque avec un peu d'amusement, parce que j'ai jamais trop cru à ces discours Big Brother, que maintenant, on est plus proche d'une analyse en disant, mais c'est terrible, parce que la télévision est une sorte d'irradiation cancéreuse, une sorte de... On ne sait pas ce qui se passe quand on est devant une caméra de télévision ou même devant un écran de télévision. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Big Brother, c'est nous. C'est nous-mêmes qui nous voyons à la télévision, qui voyons notre culture villageoise, une culture faite sur mesure. On voit des gens comme nous. Et c'est absolument l'équivalent du cancer. Le cancer, c'est tout d'un coup le même des cellules qui se développent comme des folles parce qu'en un sens, elles sont en trop bonne santé en tant que cellules. Mais elles se font au détriment du reste du corps. Et maintenant, nous savons, certainement qu'on le sait encore mieux au Canada, parce que c'est un pays proche des USA et bon, un pays un petit peu étrange, nous savons que la télévision ne nous donne que ce que nous sommes, mais jusqu'au vertige. C'est-à-dire, le même appelle le même. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le même appelle le même? C'est qu'on essaie désespérément de devenir autre. Et devenir autre, bon, ben c'est ce que Cronenberg essaie aussi de montrer en faisant toutes les hypothèses, donc par le biais de la souffrance, donc, en disant peut-être on peut à ce point ne plus se supporter devant une image, comme on dit, un retour image, comme la vidéo, trop rapide pour le système nerveux, qui ne laisse aucune chance au sens critique, qui décourage le sens critique, parce que c'est tout de suite, on a une sorte de retour de ce qu'on est. Donc la seule façon d'éviter cette sorte de piège mortel qui nous dégoûte de nous-mêmes, puisqu'on a une image de nous maintenant trop rapide, c'est de dire « Ah, mais au moment où l'image revient, nous sommes différents ». Ce qui est un petit peu l'histoire de Vidéodrome, l'histoire de cet homme qui finit par avoir une image dans le corps, dans le ventre. Hein, quand on dit d'un cinéaste, qu'est-ce qu'il a dans le ventre comme image? Eh ben, Cronenberg l'a filmé. Et certainement que le goût qu'on a, l'un et l'autre pour Cronenberg, c'est que c'est certainement l'un des cinéastes qui, le plus honnêtement possible, est entre la nostalgie d'un peu d'altérité, alors une autre espèce humaine, une autre mutation biologique, les animaux, The Fly, et l'envie aussi de rester dans une bulle. Et c'est très frappant parce qu'on fait cet entretien dans l'hôtel Hilton de Rotterdam par un jour très gris, post-tempête, et toutes les chambres sont un peu pareilles. Elles pourraient être dans les films de Cronenberg, et elles sont interchangeables. Donc on est déjà, au moment même où on parle, dans un monde où s'il y avait de l'horreur qui se passait,
elle serait abstraite. Ça serait la même chose arriverait aux mêmes gens, au même moment, et il n'y aurait pas ce qu'il y avait encore dans les anciens films d'horreur, cette sorte de fétichisme de la victime, je dirais. C'est-à-dire que tout le monde, et là on est vraiment à l'époque des contagions et des contaminations et de la communication, car tout ça c'est la même chose, on est incroyablement exposé et incroyablement protégé. Et en tout cas, avec le cinéma, on a beaucoup de mal à parler de ça. Et en même temps, c'est de ça qu'il faut parler, parce que c'est ça qui nous travaille. Une question un peu plus frivole, c'est quel est votre film préféré de Cronenberg et pourquoi? C'est justement un Vidéodrome. Vidéodrome parle d'une découverte d'une station de télévision clandestine qui montre la mort comme objet de diversion, un objet de fétiche. C'est un peu une investigation sur cette émission clandestine, la découverte aussi de cette personnage, que c'est un homme qui travaille avec la communication, les choses dangereuses de la communication. Mais le film fait ça d'une forme explicite. Non? Il travaille beaucoup avec le physique des personnages, ça, comme ça. Et dans quel moment un personnage mettre un film en vidéo dans les ventres des personnages, donc je veux dire que c'est très explicite, très très hard. Non? Et en même temps, je pense que c'était le film plus obsessif. J'avais dans les films un moment très fantastique que c'est qui parle de masochisme, qui parle de violations, l'aiguille qui traverse dans l'oreille et changer le plaisir dans ces moments avec cette violation de corps. Je pense que c'est une scène très caractéristique de l'œuvre, non? Et surtout justement pour que c'est un film qui pratiquement pour moi c'est un film synthèse de l'œuvre de l'auteur. Et aussi Dead Rangers, pourquoi c'est le film plus cérébral de Cronenberg. Non? Il passe 10 ans, il passait de 10 ans pour faire ce film. Ces films qui parlent surtout d'un autre thème qu'il parle beaucoup, que c'est la maternité. Non? Oui, c'est un autre fétiche de Cronenberg. Non? Parler de la fête, aussi de la maternité, cette expérience d'extrême douleur qui occasionnait la naissance d'une personne. Pour moi, c'est une vision très proche d'un cinéaste très différent, un cinéaste japonais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yasuzo Mazumura. C'est un cinéaste féministe qui fait un film sur les femmes et qui justement il dit une chose fantastique. Il m'a influencé beaucoup aussi. Que dans toutes les expériences féminines, les sangs, les présents. Hein? Oui, l'expérience essentielle féminine. Le sang et la douleur aussi. Oui. Et c'est un aspect très intéressant que le film de Cronenberg a montré. Les films de Cronenberg, vous pouvez dire que c'est un peu misogyne, non? Pour que la femme, c'est un personnage secondaire. La femme intéresse, et surtout l'obsession de Cronenberg pour la maternité. Il y a deux hypothèses. Il y en a une qui est classique, c'est la jalousie immatérielle des hommes de ne pas accoucher eux-mêmes. Donc dans Cronenberg, effectivement, la femme n'est pas liée à la reproduction. Tous les fantasmes de ce qui se passe à l'intérieur du ventre d'un homme, comme dans le film de Demy qui s'appelait l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, qui était un beau film là-dessus. Également sur le même fond de perversion, car c'est une idée proprement perverse. Là, sont vraiment filmés d'une façon très, très évidente et très facile à interpréter. Ça, c'est l'hypothèse, disons, plutôt freudienne. Il y en a une autre qui est plus inquiétante, c'est toujours dans ce monde de la communication, plus on communique, plus il est possible de reproduire différemment. Et de reproduire, par exemple, par clonage ou par division cellulaire en dehors du sexe. Alors, ce qu'on voit très très souvent dans les films de Cronenberg, c'est que du corps d'un homme sort quelque chose qui est
le résultat d'aucun désir sexuel, d'aucune pratique sexuelle, d'aucun accouplement. C'est même pas l'inversion que c'est les hommes qui accoucheraient. C'est l'idée qu'on est dans un monde où les choses ont tendance à se reproduire. Et donc on est dans un monde, y compris un monde d'images. Les images elles-mêmes peuvent maintenant être produites ou reproduites de manière synthétique par clonage. Donc il y a toujours entre les images et les individus humains une métaphore, une ressemblance. Les individus eux-mêmes sont travaillés par le fantasme d'une reproduction en dehors du sexe. Donc évidemment Cronenberg parle de ça, et évidemment on pourra en parler des heures, mais l'émission est terminée. Elle est très étrange, elle est à l'image et du cinéaste dont on a parlé et de ce festival de Rotterdam. On est très content que Carlos Reichenbach Jr. nous a aidés à mieux approcher cette œuvre. Également, c'est la preuve que les mêmes films travaillent des gens très différents de par le monde et que c'est bien de temps en temps qu'un festival permette de faire le point comme ça